Donc, on est vraiment en retard. On enchaîne par la dernière présentation. Donc, c'est l'allergie cutanée, hein, l'approche pratique qui va être présentée par professeur Baïbaï de Fès. Merci. Donc, cher maître, aimable assistance, c'est un honneur pour moi de siéger parmi vous, parmi mes maîtres et parmi, bien sûr, mes collègues, et de participer dans cette table ronde de la marche atopique par un topo intitulé Allergie cutanée, approche pratique. Donc, les conférenciers précédents, je les remercie parce qu'ils m'ont facilité la tâche. Je vais passer vraiment d'une façon pratique concernant le traitement et bien sûr les aspects cliniques. Donc, lorsqu'on parle d'allergie cutanée en dermato, ça sous-entend en chef de file la dermatite atopique, mais aussi l'urticaire, l'eczéma de contact, les toxidermies et autres. Mais ceux qui s'inscrivent dans le cadre vraiment de la marche allergique, c'est la dermatite atopique, l'urticaire et l'eczéma de contact. Donc, on va voir à travers des cas cliniques comment ils peuvent se manifester. Donc, le premier cas, il s'agit d'une petite sérime âgée de 4 ans et demi, dans un tableau de fièvre et de toux avec un syndrome grippal. Elle a présenté ces lésions qui sont érythémateuses, très prurigineuses. Et l'élément clé clinique qu'on doit chercher, c'est le caractère migratoire et fugace. Donc, ce qui permet effectivement de penser à l'urticaire. Donc, parfois, comme chez ce petit, on peut avoir des lésions érythémateuses, mais qui sont grossièrement annulaires, si vous arrivez à les voir, comme ici. Donc, ils sont grossièrement annulaires, donc ça peut être trompeur et penser par exemple à une dermatophysie, mais là encore, le caractère migratoire et fugace permet de redresser le diagnostic. La même chose donc, chez cette petite qui a cette fois-ci des plaques qui sont œdémaciées, orsillées, urticariennes et bien sûr très prurigineuses et qui ont disparu au bout de moins de 48 heures après, bien sûr, piqûre d'insectes. Donc, par contre, pour les autres formes d'urticaire qui peuvent être en rapport avec la marche allergique, on ne les voit pas beaucoup en consultation de dermato. On les voit surtout en consultation de pédiatrie ou de néonatologie. Donc, comme le cas de ce nourrisson de 1 mois, donc administration de lait artificiel, 1 heure après la présenter ces lésions érythémateuses, et là encore avec un caractère qui est migratoire et fugace. Donc, il s'agit dans tous ces cas d'urticaire qu'on peut voir dans le cadre de la marche atopique. Donc, il peut être soit aigu s'il évolue par poussée-rémission, mais moins de 6 semaines, et chronique lorsque ça dépasse ce délai. Et bien sûr, la prévalence, elle est très élevée. Il peut être superficiel, comme on peut avoir une présentation profonde avec un risque d'angioëdème. Donc, quelles sont les causes chez l'enfant? Donc, on a tous appris que l'urticaire chez un enfant est infectieuse jusqu'à preuve du contraire, donc c'est toujours vrai. Donc, et notamment les infections virales d'origine respiratoire et médicamenteuses aussi et alimentaires. Mais l'urticaire qui s'inscrit dans le cadre de la marche allergique, c'est vraiment l'urticaire alimentaire. Donc, sur le plan clinique, il y a des nuances pour penser à cette étiologie par rapport aux autres étiologies de l'urticaire, notamment le caractère de survenue moins de 24 heures par rapport aux autres urticaires qui peuvent persister jusqu'à 48 heures. Et bien sûr, la récidive à chaque nouvelle prise de l'aliment suspect, en plus de la survenue d'un syndrome oral avec un prurite au niveau des lèvres et leur gonflement. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés dans la prise en charge de l'urticaire? Donc, lorsqu'il est aigu, ce sont les antihistaminiques, notamment H1 de 2e génération. Et lorsqu'on a des signes d'anaphylaxie, c'est la corticothérapie générale qui ne doit pas dépasser 10 jours. Et bien sûr, pour les antihistaminiques, la durée, c'est 10 jours sans dépasser 15 jours. Pour l'urticaire chronique, donc ce sont les antihistaminiques, mais on peut aller jusqu'à 6 mois de traitement avec une dégression. Et bien sûr, ce qui est nouveau dans la prise en charge de l'urticaire chez l'enfant, c'est par analogie à l'adulte, on peut aller même à 4 fois la dose d'antihistaminique classique sans avoir de problème. Ceci dit, qu'on va saturer un peu tous les récepteurs histaminiques pour effectivement arrêter ce processus. Il y a aussi les antileucotriennes et la cyclosporine et l'omalizumab. Donc, on passe maintenant à la deuxième pathologie qu'on peut voir dans le cadre de la marche atopique. Et il s'agit d'un nourrisson qui a 6 mois, suivi pour une dermatite atopique. Donc, il se présente, comme vous le voyez, au niveau du siège. Il a un placard qui est érythémateux, squameux,
prurigineux et qui est plus ou moins bien limité. Donc là, s'agit-il d'une poussée de sa maladie, de sa dermatite atopique, ou plutôt d'un eczéma de contact? Donc la réponse est qu'il s'agit bel et bien d'eczéma de contact, mais il faut savoir que celle-ci peut s'inscrire dans la marche atopique parce qu'il survient surtout chez les patients qui ont un terrain d'atopie, notamment la dermatite atopique. Donc les étiologies sont diverses, surtout les couches, les chaussures, et j'attire l'attention sur l'usage des lingettes et aussi les antiseptiques. Donc bien sûr, le traitement, c'est l'éviction de l'allergène et la mise en mode de dermocorticoïdes classe forte ou modérée, une fois par jour pendant 10 jours. Donc on arrive à notre pathologie essentielle. Et là, j'ai illustré par 2 cas cliniques. Chez un enfant, chez des enfants qui ont un âge moins de 2 ans. Donc le premier, on n'a pas d'atopie familiale. On a une forme qui n'est pas sévère et ça touche la convexité, donc le visage, avec le respect de la région médio-faciale. Donc le deuxième, elle a une forme qui est plus sévère, plus étendue. Et là, on a une notion d'asthme chez la maman. Donc ceci pour illustrer que ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Délicy, lorsqu'on a une forme sévère, avec un début précoce et surtout aussi un antécédent familial d'atopie, ça s'inscrit plus dans la marche atopique qu'une forme de dermatite atopique qui n'est pas sévère et sans antécédents familiaux. Donc là encore un autre enfant de 4 ans qui a une rhinite allergique chez le père. Et comme vous le voyez, au niveau péribuccal, on a un placard qui est érythémateux, finement squameux. Donc on parle de kyélite angulaire avec un eczéma au niveau des lèvres. Au niveau des plis aussi, la région poplitée. Et au niveau de la cuisse. Donc chez les enfants plus de 2 ans, c'est l'atteinte des plis. Donc il s'agit là encore de dermatite atopique. Donc le 9e cas, il s'agit d'un enfant plus grand de 6 ans, suivi pour dermatite atopique depuis l'âge de 1 an. Et puis il fait une éruption faite d'un placard érythémateux squameux très prurigineuse. Et là, vous voyez qu'il est très étendu. Donc il s'agit de formes cliniques de dermatite atopique. Donc, est-ce que la dermatite atopique s'inscrit dans la marche atopique? Donc, puisqu'on a déjà répondu à cette question, je vais juste rebondir sur les facteurs de risque pour penser que chez cet enfant qui a la dermatite atopique, il a plus de risque de faire la rhinite allergique et puis là aussi un asthme et une allergie alimentaire peut-être. C'est le début précoce de la dermatite atopique avant 1 an. La dermatite atopique sévère, illustrée par les cas cliniques qu'on a vus, les antécédents familiaux d'atopie, le sexe masculin et la sensibilisation précoce et multiple. Donc là, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc pour le diagnostic positif de la dermatite atopique, il est connu qu'il faut voir les critères. Donc il s'agit d'une dermatose prurigineuse chronique. Donc ce prurite peut manquer parfois chez le nourrisson de moins de 1 an, mais d'une façon surprenante, nos nourrissons marocains, ils se grattent même à l'âge de 3 mois et de 4 mois. Donc on les voit dans la consultation, ce qui permet un peu de nous faciliter la tâche. Et puis il y a toujours cette notion d'atopie familiale et de la sécheresse cutanée qui est diffuse. Donc la forme commune que vous connaissez tous se fait en fonction de l'âge. Donc quand vous voyez à droite, on a un enfant, plutôt à gauche, on a un enfant moins de 2 ans. Donc il a l'atteinte surtout des convexités, un placard érythémateux, squameux, avec parfois la présence de vésicules. Donc on a la triade érythème après des vésicules qui vont se rompre pour laisser place à des croûtes. Et on a ce caractère mal limité en bordure, avec un respect de la région médio-faciale, ce qui permet de faire la part avec la dermatite séborrhéique, qui est plutôt centrofaciale, et où on a un caractère qui est gras avec des croûtes qui sont jaunâtres et grasses. Contrairement à l'enfant de plus de 2 ans, donc on va trouver qu'il y aura l'inversion de la forme clinique. On aura plutôt l'atteinte des plis, notamment de la région du pli du coude et de la région poplitée et la région rétro-auriculaire. Parfois, on peut avoir une forme plus diffuse avec carrément une atteinte érythrodermique. Mais ce que je veux insister dans ce chapitre sur les formes cliniques. Donc les formes cliniques, c'est ce qui est le plus fréquent, c'est ce qu'on voit tous les jours dans notre consultation, et on peut passer à côté de ce diagnostic ou penser à d'autres dermatoses. Donc comme vous le voyez, si on commence de haut et à gauche, on a une atteinte des paupières, c'est l'eczéma des paupières. On ne va pas avoir de vésicules,
on va voir plutôt un placard érythémateux squameux avec un grattage intensif. On peut avoir même la chute des cils et des sourcils par frottement mécanique. Donc on peut avoir aussi la kéylite, donc l'inflammation de la lèvre, avec un placard d'eczéma au niveau péribuccal et parfois des perlèches, c'est-à-dire des fissurations au niveau des commissures labiales. Comme on peut avoir une atteinte déshydrosique, c'est-à-dire des vésicules qui sont desséchées au niveau de la main, avec un prurite, et puis la photo d'en bas qui illustre une atteinte qu'on appelle la dermatose ou la dermatite juvénile infantile. Donc là, il s'agit de plantes qui sont fissuraires, qui sont érythémateuses et qui sont vraiment douloureuses. Et c'est très difficile de faire la part dans cette localisation entre un psoriasis plantaire et de l'eczéma. D'où l'intérêt toujours de voir cet aspect, est-ce qu'il est bien limité ou au contraire, il est mal limité. Donc on peut avoir aussi, chez un enfant de plus de 2 ans, juste l'atteinte au niveau rétroauriculaire. Donc c'est l'âge principalement qui fait la part avec la dermatite séborrhéique. Il faut chercher un eczéma du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe. Et là, les 2 autres cas, donc les 2 autres photos qui illustrent l'aspect d'une peau qui est épaissie à cause du grattage, qui est érythémateuse et qui est fissuraire, ainsi que la photo d'en bas qui illustre l'aspect de nodules et de papules prurigineuses, c'est ce qu'on appelle le prurigo. Donc pour les 2 formes cliniques non classiques, notamment l'épaississement et les nodules, ça constitue un véritable défi pour le diagnostic différentiel avec la gale. Donc ce sont les formes cliniques qu'on voit plus. Et il y a aussi les signes mineurs. Donc pour les signes mineurs, c'est aussi un motif fréquent de consultation. Donc comme le 2e pli, ou ce qu'on appelle le pli de Morgan, il y a aussi la kératose pilaire, c'est-à-dire la présence d'un aspect kératosique tout autour des follicules au niveau des avant-bras, au niveau des bras et au niveau des cuisses. Et lorsqu'on n'a pas d'érythème, on parle juste de proéminence folliculaire ou d'aspect de chair de poule. On peut avoir aussi l'aspect de plaques et de macules hypochromiques. Et c'est un motif de consultation très fréquent parce que les parents ils sont inquiets parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'un vitiligo. Ils veulent être rassurés, sans oublier bien sûr l'hypersudation, l'hyperstriation au niveau palmoplantaire. Donc pour les formes cliniques, une fois on les diagnostique ainsi que les signes mineurs, on doit voir la sévérité. Donc pour la sévérité, c'est le degré de la sécheresse, l'étendue de l'eczéma, l'intensité du prurite et le retentissement sur la qualité de vie et principalement le sommeil. Donc est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel? Donc on l'a vu au fur et à mesure, et c'est principalement la dermatite séborrhéique. Donc c'est l'âge, plus de 2 ans, on voit pratiquement pas de dermatite séborrhéique. Moins, c'est la topographie, donc les convexités pour la dermatite atopique, et bien sûr les plis et la région centrofaciale pour la dermatite séborrhéique. Si vous trouvez les 2, c'est une association parce que l'association elle est très fréquente. Donc il y a aussi le psoriasis. Donc pour le psoriasis, généralement, ce sont des plaques et des placards qui sont secs. Ils ne sont pas humides. On a des squames et il y a la bonne délimitation. Donc la gale, c'est un diagnostic différencié qui n'est pas du tout aisé, sachant que l'association est très fréquente. Il ne faut pas compter sur le prurite qui s'exacerbe le soir parce que c'est une caractéristique aussi de la dermatite atopique, puisqu'il y a l'inflammation qui donc submerge surtout le soir. Et il y a le réchauffement. On sait que lorsqu'on va couvrir trop l'enfant, il va se gratter davantage. Donc maintenant, on va voir est-ce qu'il y a des associations. Là, il y a plusieurs articles qui ont bien sûr touché un mot et plusieurs études qui ont confirmé qu'il y a des comorbidités allergiques. Donc on l'a déjà dit au départ. Mais pour l'allergie alimentaire, donc on n'adresse pas systématiquement l'enfant pour faire des tests allergiques que si on a des troubles digestifs, une stagnation pondérale ou un retard de croissance et lorsqu'on a une dermatite sévère qui résiste au traitement. Il y a aussi des comorbidités non allergiques qu'on voit aussi avec l'asthme et avec la rhinite allergique. Ce sont les troubles de l'attention, les troubles anxieux et dépressifs, le surpoids et l'obésité. Y a-t-il d'autres associations? Oui, ce sont les infections. Et c'est un message fort qu'on veut partager ensemble dans cette salle. On a une peau qui ressemble un peu à une terre, à un désert,
qui est desséché. Donc, c'est une altération de la barrière cutanée. Et qui dit altération de la barrière cutanée dit que tous les allergènes infectieux peuvent pénétrer. Donc, ce qui est plus redoutable, c'est la surinfection herpétique qui ressemble un peu à la varicelle. Et bien sûr, c'est l'infection Kaposi Julius-Burke par l'herpès. Donc, on va avoir des papules et des vésicules ombiliquées. Et bien sûr, avec un syndrome général et de la fièvre, c'est une urgence. L'infection bactérienne, staphylococcique et streptococcique, donc on aura une, bien sûr, aggravation de l'eczéma après une stabilisation. Et surtout, cet aspect de croûte mélissérique, parfois odorante. Là aussi, j'attire l'attention, si on voit des mollusques comme contagiosum ou des verrues, il faut traiter systématiquement la sécheresse cutanée sous-jacente et penser à la dermatite atopique sous-jacente parce que c'est sur ce terrain qu'on aura bien sûr ce type d'infection. Et là encore, j'ouvre une parenthèse concernant les verrues chez les patients atopiques. Donc il y a une étude récente qui a prouvé qu'il y a une diminution chez cette tranche de patients de la vitamine D et ils ont allé jusqu'à infiltrer les verrues par de la vitamine D et il y avait de très bons résultats. Donc la gale et puis l'Athènes, c'est aussi une association qui est fréquente. Qu'en est-il pour les autres dermatoses? Donc c'est prouvé que la dermatite atopique s'associe fréquemment avec la dermatite séborrhéique chez l'enfant de moins de 1 an, avec le vitiligo et avec le psoriasis et la pelade. Sans oublier là encore le thème principal d'aujourd'hui, si on a une dermatite atopique sévère, traînante, étendue, avec bien sûr des signes d'infection récidivante et traînante, il faut penser au déficit immunitaire primitif. Donc maintenant, on va voir la prise en charge thérapeutique. Donc je l'ai scindé en deux. Donc il y a la restauration de la barrière cutanée qui passe par les soins d'hygiène à travers une bonne éducation thérapeutique et surtout les émollients, et puis le traitement anti-inflammatoire local et systémique. Donc pour le traitement de la poussée, 80% de la prise en charge, ce sont les soins d'hygiène. Donc qu'est-ce qu'on explique à nos patients marocains? Pas de bain mort, pas de cure thermale, notamment Moulay Yacoub, ici dans la région de Fès, pas de bain chaud, on remplace le terme bain par la douche. Ça veut dire 10 minutes avec de l'eau tiède. Qu'est-ce qu'on explique d'une façon simple? Si vous avez une poêle qui est grasse, donc vous n'allez pas la nettoyer avec de l'eau froide ou tiède, c'est surtout l'eau chaude ou avec du savon qui va dégraisser. Donc on a la peau atopique qui ressemble un peu à un mur fait de briques et de ciment. Donc là, le ciment, il fait défaillance. Et si vous l'enlevez, vous ne le préservez pas avec l'eau chaude, avec le gommage, donc là, vous allez induire des poussées. Donc, pour aboutir à un bon résultat, il faut parler directement avec l'enfant s'il s'agit d'un grand enfant. Comme ça, il sourit, il intègre les choses et il adhère plus au traitement. Donc, il faut favoriser les gestes sur gras et faire un tamponnement parce que le gommage, c'est l'équivalent d'un grattage avec tout le processus de stimulation des cytokines, bien sûr, qui va donner l'inflammation et augmenter le rythme des émollients dans le temps froid et sec. Bien sûr, attention au dépoussiérage, éviter le tabac. Là encore, j'ouvre une parenthèse concernant les sports. Donc, les parents, c'est une bonne raison pour interdire les sports, la poussière, le football, la natation. Il faut enlever ces proscriptions, il faut encourager le sport et mettre des crèmes avant et après. On peut avoir des crèmes barrières comme la vaseline. Il faut se méfier aussi du baiser de la maman qui a un bouton d'herpès parce que ces enfants vont faire une forme grave et couper les 40 ongles, c'est-à-dire les ongles de l'enfant et du soignant. Et vacciner normalement, c'est une question qui nous arrive souvent. Donc les mamans vont nous dire qu'au centre de santé, ils ont refusé la vaccination. On demande une petite ordonnance comme quoi c'est possible. Et bien sûr, il faut autonomiser la famille et le patient en luttant contre l'aquaphobie qui est là au Maroc. Donc chaque fois qu'on a un problème de peau, on a tendance à arrêter la douche, alors que c'est le contraire, mais avec modération, c'est-à-dire juste 2 à 3 fois par semaine. Et bien sûr, insister sur le fait que c'est une dermatose chronique, mais qui n'est pas contagieuse, d'accord? Et donner parfois des certificats, un certificat médical, pour le montrer, bien sûr, à l'enseignant, comme quoi il n'y a pas de problème.
Donc améliorer l'adhésion thérapeutique, c'est très important. Lorsqu'on explique tout ça, c'est vraiment chronophage la consultation chez un patient qui a une dermatite atopique. La première fois, c'est 45 minutes à 1 heure, il faut tout expliquer. Il faut insister à revoir le patient après 15 jours pour savoir est-ce qu'il a bien assimilé, les parents, ils ont bien assimilé ou non, et redresser les lacunes. Et puis après, à 6 semaines, ils doivent apporter avec eux tous les traitements pour savoir qu'est-ce qu'il fait comme traitement, et bien sûr le rythme et la localisation. Et pour les émollients, ils ont une action très intéressante dans la prévention et le traitement d'entretien. Donc pour les émollients, il ne faut pas les mettre lorsqu'on a une peau qui est très inflammatoire. Ils sont mal tolérés. Et bien sûr, ils aident pour diminuer le risque de marche atopique, lesquels, donc peu importe ce qu'on nous ramène comme produit par les laboratoires, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la composition. Est-ce que ça contient le glycérol? La vasine, il permet de retarder l'évaporation, c'est qu'il y a une évaporation excessive chez ces enfants. Il ne faut pas trop d'occlusion parce que là encore, les atopiques, ils ont un problème d'intolérance à la sueur et l'été, ils vont faire plein de petites papules au niveau du dos. Et bien sûr, il faut ajouter les céramides et l'anoline au niveau des émollients. Donc j'ai donné comme précaution, il faut utiliser la cérate. Donc c'est une formule avec l'eau dans l'huile, avec les baumes, surtout dans la période hivernale, et puis les pommades et les crèmes émollientes au cours de l'été. Et minimum, ce sont 2 applications par jour. Donc pour les traitements des poussées, là je passe rapidement. Donc chez le nourrisson, ce sont les dermocorticoïdes de classe moyenne, notamment par exemple au Maroc le locaprède au niveau du visage. Et puis, pas de dermocorticoïdes classe très forte. Lorsqu'on a des lésions sointantes des vésicules, ce sont les crèmes. Et lorsqu'on a des lésions qui sont sèches, c'est le contraire, ce sont des pommades. La quantité, donc c'est une question qui revient toujours. Il faut prescrire ou encourager à prescrire l'unité phalangette, c'est-à-dire on va remplir par la crème la face ventrale de la phalange, et c'est équivalent, bien sûr, à traiter 2 surfaces de 2 mains d'un adulte. La durée est courte, 10 jours, mais si vous avez des parents qui sont disciplinés, il faut leur dire continuez à appliquer jusqu'à disparition complète de l'inflammation sans avoir de corticophobie. Et une seule application est suffisante. Donc j'ai mis exprès cette photo pour montrer que l'émollient au cours de la poussée ne doit pas être appliqué au niveau de la peau inflammée, c'est juste à côté, alors que le dermocorticoïde doit être appliqué au niveau des lésions inflammées. Et il y a d'autres techniques qu'on peut faire pour effectivement ne pas aller jusqu'au traitement systémique qu'on redoute chez nos enfants, notamment la technique de wet wrapping thérapie qu'on fait donc au service, en collaboration avec aussi le service de pédiatrie ici à Fès. Donc il consiste en fin de compte, après une douche, de faire un double bandage, une couche de bande humidifiée par l'eau chaude et bien essorée, ceci juste après l'application de dermocorticoïdes, et une deuxième couche de bande sèche durant 12 heures. Après, on peut répéter ça 3 à 4 jours. Et bien sûr, la nécessité, c'est la DA sévère et l'échec thérapeutique. On peut utiliser tout simplement des chaussettes en coton d'adulte qu'on va découper et enfiler rapidement au niveau des membres, et des sous-vêtements en coton au niveau du reste. Donc les autres, c'est le tacrolimus non disponible au Maroc. Donc je mets les 2 produits, mais il est très intéressant de le prescrire en cas d'eczéma des paupières. Là, on ne peut pas donner les dermocorticoïdes à cause du risque de glaucome et de cataracte, et les antihistaminiques aussi, ainsi que la photothérapie. Donc sans oublier le traitement des complications. Donc avant de conclure, un petit mot concernant le traitement proactif. Il sert pour la prévention secondaire. Chez qui? C'est chez les patients qui ont une dermatite atopique récidivante sur les mêmes zones et qui dépassent 30 grammes d'application de dermocorticoïdes par mois. Donc, on peut utiliser soit le dermocorticoïde, soit le tacrolimus à raison de 2 à 3 fois par semaine pendant une durée de 4 à 12 mois. Et en conclusion, donc l'allergie cutanée peut s'inscrire dans la marche allergique pour les pathologies qu'on a citées, la dermatite atopique, l'urticaire et certains cas d'eczéma de contact. La clinique est primordiale pour le diagnostic, attention aux formes cliniques et aux formes mineures. La prise en charge est multidisciplinaire et doit être personnalisée à notre contexte marocain et nécessite une bonne éducation thérapeutique. Je vous remercie. Merci, professeur Baïbaï, pour cette présentation, pour ce panorama
concernant les allergies cutanées.